L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Ouais, parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours, du lundi au vendredi à 19h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va s'immerger dans le dessin en 3 dimensions, descendre les pistes de la plus petite station de l'Isère et découvrir l'univers musical d'un jeune artiste isérois. Et pour parler de ces sujets, je reçois Nadia Buntings, bonjour. Bonjour. J'espère que je l'ai bien prononcé. Très bien. Et Frédéric Zanoni, vous représentez tous les deux en force la plus petite station de l'Isère, la station du Grand Plan dans le massif de Beldonne. En face de vous, Olivier Zanarelli, auteur, compositeur, interprète. Bonjour Olivier. Bonjour. Et puis une autre artiste à côté d'Olivier, Pauline de Chalandard. Bonjour. Artiste plasticienne spécialisée dans les arts numériques. Pauline, je salue également Stéphane Crétolier de JR qui a remporté 200 € cette semaine grâce à notre partenaire, l'entrepôt du bricolage. Et si vous voulez faire comme lui, il suffit de répondre à la question de la semaine que vous pouvez retrouver juste à la fin de cette émission ou sur notre site internet télégrenoble.net. Pauline, vous participez cette semaine à la Biennale Arts et Sciences qui se déroule sur l'agglomération grenobloise. Alors c'est un événement un petit peu particulier puisqu'il réunit 2 communautés qui a priori, sur le papier en tout cas, sont assez différentes, les artistes et les scientifiques. Oui, tout à fait. Experimenta, du coup, le salon qui fait partie de la Biennale, qui s'appelle aussi Experimenta, met vraiment en dialogue des artistes et des scientifiques. Moi, je me situe peut-être à ce niveau-là entre les arts plastiques et les arts numériques depuis que j'ai commencé les études, donc plutôt dans des écoles d'art, des écoles de beaux-arts, École nationale supérieure d'art. Mais petit à petit, j'ai réalisé l'intérêt des arts numériques pour la pratique du dessin. Et donc, c'est ce qui m'a amené en fait, à travailler en collaboration avec une équipe de chercheurs qui est plutôt basée sur l'île pour la création d'un outil de dessin 3D en environnement immersif qui, du coup, a été proposé à l'expérimentation par différents participants sur le territoire grenoblois. Il y a un petit moment déjà en novembre dernier, mais j'en fais une restitution, du coup, sur le salon Experimenta. Alors, vos outils de travail, ce sont des casques de réalité virtuelle. On va voir à quoi ça ressemble pour ceux qui n'en auraient jamais vu. C'est ça, ça fait un appareillage un peu futuriste. Oui, c'est vrai, c'est un petit peu étrange. On est vraiment dans une déconnexion totale de la réalité. On passe dans le côté virtuel et on peut dessiner du coup dans l'air, dans l'espace autour de soi. Donc ça, c'est les pinceaux, ce qu'on voit. Exactement. Voilà, des manettes. On a 2 manettes qui sont identiques, mais dans l'espace virtuel, l'une est un crayon et l'autre est une palette. Là, on le voit. Donc on peut changer la couleur, changer l'épaisseur de la ligne. Se déplacer en avant, en arrière, en l'air, changer l'échelle du dessin ou se changer soi-même d'échelle, et ainsi de suite. Il y a de plus en plus de fonctionnalités et ça permet vraiment de réinventer un peu le dessin, en fait, les codes du dessin classique. Alors quand on voit la personne comme ça avec son casque, ses manettes dans le vide, ça paraît un petit peu bizarre. Ouais. On va regarder ce que ça donne pour lui avec le casque, parce que le principe, c'est vraiment de rentrer à l'intérieur de son dessin. Voilà, c'est ça. On est immergé à l'intérieur d'un nouvel espace. Alors c'est un espace virtuel, mais le cerveau, en fait, ne fait pas vraiment la différence. Au bout de 5-10 minutes, il se dit, bon, d'accord, c'est mon nouvel environnement, on y va. Et on dessine, et c'est un sentiment de liberté assez fort. Après, je vois aussi les limites de la réalité virtuelle dans ce travail, qui sont en tant qu'outil de création, c'est vraiment formidable. En tant qu'outil d'exposition, à mon avis, c'est un peu limité parce qu'on est individuel, un par un dans un casque. Ça peut être 2 par 2, voilà, mais on ne sera jamais vraiment tout un groupe à vivre la même expérience. Ouais. Et puis, c'est peut-être un peu tout dans le virtuel et pas assez dans le réel, à mon avis. Donc là, j'essaye de... Oui, ce dessin-là on peut le voir qu'avec le casque, en fait. Alors, justement, sur Experimenta, j'essaye de creuser un peu d'autres pistes de présentation de ces dessins.
Donc j'ai ce dessin qui est fait, qui n'est pas forcément relié ad vitam aeternam à la réalité virtuelle. Il peut être montré sur d'autres plateformes, d'où l'idée de la galerie virtuelle qui a été mise en ligne et présentée sur Experimenta pour les participants. Et cette image de ce nouveau prototype d'installation artistique qui s'appelle Mirage, qui est vraiment en cours de création actuellement et dont je présente une première version sur écran courbe, du coup, en 3D active, visible du coup sur Experimenta. Alors vous le disiez, vous avez mené des ateliers dans l'agglomération grenobloise à la fin de l'année dernière, notamment du côté de Fontaine. C'est les images qu'on voyait tout à l'heure. Comment les jeunes appréhendent ça? C'est des outils qu'ils ont peut-être plus l'habitude de manipuler aujourd'hui? Alors le programme, l'outil qu'on a développé est très accessible. On a eu vraiment tous les âges, toutes les générations, tous les milieux sociaux, etc., dans ces expériences d'atelier. Alors, dans cette tournée d'atelier en novembre, mais aussi à d'autres moments, d'autres occurrences sur le territoire, même en France. Et les retours sont assez unanimes. C'est accessible, c'est facile à prendre en main. On a eu à Fontaine, notamment, le cas de Mathéo, quelque chose comme ça, 4 ans, qui dessinait avec Huguette, 86 ans, dans le même environnement virtuel. Et c'était génial de les voir dessiner ensemble, de communiquer au casque. Après, c'est comme toute nouvelle technique, il faut s'approprier le médium et l'expérimenter pour acquérir un peu une aisance. C'est normal, la peinture à l'huile, c'est la même question. Mais c'est une nouvelle technique, à mon avis. Alors depuis 2007, il y a une quarantaine de projets comme le vôtre qui ont été développés à Grenoble dans un atelier qui s'appelle Art Science, qui est un partenariat entre le CEA et l'Hexagone de Mélan. Et le salon Experimenta qui se déroule ce week-end jusqu'à samedi, c'est un peu la mise en lumière, la mise en public de ces recherches artistiques et technologiques. On va pouvoir découvrir pas mal de choses au-delà de ce que vous proposez, Pauline. Et notamment, ça peut intéresser Olivier Zanarelli. C'est les images qu'on voit. C'est un pull qui joue de la musique. Ce sont les rayures du pull. Alors, ne me demandez pas comment ça marche. J'en sais rien, mais en tout cas, ça fonctionne. Ça, c'est une lampe qui est capable de déceler votre humeur. Voilà, vous mettez les mains dessus et en fonction de si vous êtes de bonne humeur, agressif, tendu, zen, la lampe va prendre une couleur différente. Les machines à hologramme, par exemple, sont également disponibles. Il y a une vingtaine de scientifiques artistes ou d'artistes scientifiques, je ne sais pas comment on peut les appeler, qui sont présents jusqu'à samedi donc, dans ce salon. Pauline, vous avez eu le temps d'aller vous plonger un petit peu dans l'univers de vos autres collègues? Certains, oui. Malheureusement, le salon a commencé officiellement aujourd'hui. Hier, journée plutôt professionnelle et presse. Et du coup, je ne me suis pas encore baladée dans tous les espaces, mais j'ai hâte de le faire. Et voilà, il y a beaucoup de... Ce que j'aime beaucoup à Experimenta, c'est qu'on est dans des projets souvent prototypes, où on est en plein dans le processus de création. Et pas du tout enfin, des fois, oui, à l'étape d'un projet fini, mais voilà, c'est vraiment le salon porte bien son nom, expérimentation. Il paraît qu'on peut parler avec des plantes. Hein. Ah oui, j'ai vu ça. Donc, voilà. Talk to me, ouais. J'ai hâte d'aller le tester. Ouais. C'est effectivement à tester. Qu'est-ce que les visiteurs pourront voir en allant sur votre espace ? Alors, du coup, un premier prototype d'une nouvelle installation artistique qui s'appelle déjà Mirage, qui permet en fait de s'immerger dans mon dessin, une sorte de paysage dessiné qui raconte différentes scènes à la fois qui ont trait au paysage et à la fois plutôt à des actualités, une sorte de regard sur le monde. Et on peut naviguer à l'intérieur de ce dessin, mais cette fois-ci sans casque. Donc, on est plus dans le réel et un peu moins dans le virtuel. Alors, le salon Experimenta, donc c'est jusqu'à samedi à la Maison Minatek, donc sur la presqu'île scientifique à Grenoble. C'est entrée libre, donc si vous avez envie d'aller découvrir de nouvelles expériences, n'hésitez pas. Olivier, est-ce que vous utilisez les nouvelles technologies pour composer vos chansons ? Non, pas trop. Pas à ce point-là. J'utilise même pas des logiciels. Donc, vous êtes travaillé encore à l'ancienne. Et puis j'écris sur des feuilles. Voilà. Bon, c'est très bien, ça marche aussi. Vous êtes tombé dans la musique très jeune et vous avez décidé très vite aussi, je crois, avant même d'avoir 18 ans, de vous lancer dans cette carrière. C'est venu de manière progressive. En fait, à 7 ans, mes parents m'ont offert une guitare.
parce que c'est vrai que je prenais toujours une raquette de tennis pour gratter dessus. Ils se sont dit, bon, on va marche peut-être moins bien. l'aider, le pauvre. Et puis après, finalement, c'est par le chant. J'ai remarqué que le chant me procurait beaucoup de plaisir, la vibration du chant dans le corps. Et tout d'abord du plaisir de chanter d'autres chansons. Et un jour, à l'âge de 12 ans, j'ai écrit mon premier texte. Je suis allé au Conservatoire de Chambéry. Et puis ensuite, j'ai écrit plein d'autres chansons. J'ai fait une école à Paris, des arts de la scène. Et puis, on m'a proposé de réunir toutes mes chansons sur un seul et même support, qui était un test, en fait, une première expérience studio. Et jusqu'à présenter aujourd'hui ce premier album qui, lui, est un vrai premier album avec une quinzaine de musiciens qui ont enregistré avec moi. Et on se balade avec mes musiciens, et notamment toujours mon pianiste Frédéric, dans différentes villes pour faire des concerts partout. Alors, une pop élégante et acidulée. C'est pas moi qui le dis, c'est comme ça que vous décrivez votre musique. On va en écouter un extrait pour s'en rendre compte. On a joué, on a perdu, et les années nous ont vaincus. Des décennies nous ont revêtus d'une rancœur, d'un cri au cœur, d'une pensée qui nous serre si fort, des souvenirs de nos remords. Et sur tous les chemins d'hiver qu'on traverse comme un désert, il y a mieux à faire. Et sur tous les chemins d'hiver qu'on traverse en solitaire, il y a mieux à faire. Les pieds nus sur la terre. Les pieds nus sur la terre. Un extrait de cet album. L'album s'appelle L'écho des vertiges. Le titre qu'on vient d'écouter, c'est Les pieds nus sur la terre. Cet album, il est sorti à l'automne dernier. Olivier, vous avez fait appel, vous parliez de travailler à l'ancienne, mais vous avez fait appel au nouveau mode de financement, Oui. le financement participatif. Voilà, c'est vrai que Internet a ses avantages, et moi j'essaie de ne tirer que les avantages d'Internet. Et c'est vrai que l'avantage, c'est de mobiliser des personnes qui sont parfois isolées ou timides ou simplement envie d'aider. Et on est 150 internautes à avoir coproduit cet album partout dans le monde, puisqu'il y a même des gens que je ne connais pas, qui vivent au Québec, sur l'île Maurice, qui m'ont rejoint en fait sur Internet et ont financé cet album. Et finalement, je crois que les gens étaient simplement contents de participer à un projet pour l'aider à venir au jour, à venir au monde. Donc voilà, moi je suis content d'avoir permis aussi à ces gens, d'un autre côté, eh bien d'avoir participé à quelque chose, de s'être senti utile parfois. Voilà. Alors l'album, on peut le trouver aussi en vrai, en dur, il n'y a pas que sur Internet. Il est encore dans les bacs. Vous signez pratiquement tout, paroles et musique sur la plupart des chansons. Oui, la plupart. Parce que c'est vrai que quand j'écris, c'est rare, mais par contre, c'est puissant dans le sens où l'inspiration m'arrive. Et notamment en Corse souvent, puisque je suis un grand amoureux de la Corse. Et quand je me suis rendu par exemple à Campo Moro ou à Porto Vecchio, je me suis installé avec ma guitare et l'inspiration est venue, l'émotion aussi, et j'écris tout d'une traite. Paroles et musique, et parfois même j'ai même l'idée d'un clip qui survient comme ça. Et voilà. C'est un travail finalement à l'instinct. Où j'ai incubé différentes émotions de mes 30 premières années, parce que ça y est, j'ai 30 ans désormais. Vous ne les faites pas. Hein. Je disais le jeune artiste, maintenant je dirais l'artiste. Disait, oh. Et l'occasion du concert de demain, c'est de fêter ce passage à la trentaine avec les gens qui me suivent, et ça sera donc à Poisa demain soir. Salle espace culturel Léo Lagrange à Poisa, dans l'agglomération grenobloise, à partir de 20h, donc ce vendredi 9 février. Chanter à domicile, ça met un peu plus la pression Non, l'Isère m'a toujours bien accueilli. Je fais beaucoup de scènes en Isère, toujours. Et c'est vrai que de plus en plus, ce sont des théâtres. Et le spectacle est vraiment adapté au théâtre, puisque moi, je suis accompagné par un pianiste. C'est de la chanson, mais où parfois on n'utilise que le piano et la voix, en fait. Et du coup, ça s'adapte bien à un public qui est assis pour se divertir. Moi, j'aime bien
provoquer des émotions. Alors, tout le monde ne vient pas dans des concerts pour les mêmes choses. Certains, ils viennent juste pour passer un bon moment et se détendre. Donc, ça sera possible. Et d'autres, c'est pour puiser un petit peu plus dans l'intime. Et c'est ce que je propose par mes chansons qui ont des sujets divers et variés, qui sont très courants, comme l'amour ou l'amitié, ou bien des choses un petit peu plus difficiles qu'il faut déceler en écoutant le texte. Et ben voilà, les textes, ils sont là. Il y a le livret qui va avec l'album et on pourra écouter Olivier Zanarelli vendredi soir à Poisa. Est-ce que vous faites du ski tous les deux? Mais non. Moi, oui. Olivier, j'ai compris que c'était plutôt l'escrime. Hein. Si je me réfère au clip que l'on vient de voir. Un petit peu, Pauline, j'imagine que vous connaissez peut-être pas la station du Grand Plan. Je ne la connais pas encore. Vous pouvez l'avouer, vous n'êtes pas la seule à ne pas la connaître. C'est pas vous faire injure à tous les deux de dire que c'est pas la plus connue du massif de Beldon. Hein. On connaît bien Champs-Rousse au-dessus de chez nous, les Sept-Lots au milieu et puis le collet d'Alvar tout au bout là-bas, si on se place depuis Grenoble. Et entre les Sept-Lots et le collet de l'Alvar, il y a encore de la place pour skier. C'est là-bas que se situe, Frédéric, la station du Grand Plan. Hein. La station du Grand Plan, ouais, qui est située à 1360 mètres et qui culmine à 1800 mètres environ, quoi. On a 2 téléskis, un petit téléski qui permet... J'ai le plan des pistes, hein, regardez. Le plan des pistes. Hey. Qui permet d'apprendre surtout aux débutants à faire du ski. Hein. C'est le téléski des sources. Et puis ensuite, on a le grand téléski qui permet d'asseoir tout ça sur une grande piste hein, qui est homologuée FFS et super géant, sur lequel on a des compétitions. Chaque année, on a à peu près 2 compétitions qui se font, plus des passages tests chamois et flèches pour nos groupes. On accueille en gros 200-220 enfants sur des stages entre Noël et février, et les samedis également, dans cet espace-là. Également les écoles. Hein, et on est ouvert donc le week-end et les vacances scolaires. Pas oublié grand-chose, je crois. Non, vous êtes assez complet. On voit quelques images de la station du Grand Plan. C'est un domaine assez forestier. Vous le disiez, près de 400 mètres de dénivelé. Ça commence à faire déjà des belles pistes. Il n'y a d'ailleurs pas que des pistes pour les débutants. Hein. Il y a du bon ski chez vous. La piste n'est pas si facile que ça. Hein. C'est une piste classée rouge. Je dirais qu'aujourd'hui, quand on regarde les pistes dans les grandes stations, entre guillemets, elle serait plutôt noire, cette piste. Hein. Voilà. Alors, vous l'avez dit sur les images, on voit qu'on a une dameuse. Hein, on a du matériel comme chez les grands, hein, une vraie dameuse, une 600. C'est de la vraie neige aussi. De la vraie neige, voilà. On a même un canon à neige. On espère en faire l'acquisition prochainement d'un autre pour pouvoir assurer les conditions climatiques qui ne sont pas toujours favorables. Hein. On l'a vu ces 3 dernières années. Et puis surtout, nous, ce qu'on veut, c'est s'ouvrir au grand public et puis donner l'accès justement à des tarifs qui sont défiant toute concurrence hein, à toute la vallée s'il faut. Hein, c'est pas un souci quand ils peuvent plus aller dans les grandes stations parce que des fois elles sont un peu engorgées. Voilà. Nadia, le Grand Plan, on l'a vu, c'est un petit coin de paradis dans le massif de Beldon. C'est aussi une station assez particulière en France, puisque c'est pratiquement la seule à être gérée 100% par des bénévoles, hein, dont vous faites partie tous les deux. C'est ça, 100% par des bénévoles, il n'y a aucun salarié. On est à peu près 110 bénévoles à aider, et on gère la station comme une grande station de ski. Et en respectant toutes les obligations qui s'imposent aux grandes stations de ski, on doit tout respecter. Voilà. Donc il y a un bureau, un conseil d'administration de 20 personnes qui s'occupent de la partie administrative. Et à côté de ça, on a à peu près 30 personnes qui s'occupent de la station, qui damment les pistes, qui gèrent le service des pistes, et puis qui encadrent tous les enfants qu'on accueille pendant les vacances, les mercredis, les samedis, pardon. Chacun a une fonction. Vous faites quoi, par exemple ça tourne, ça tourne. On a des équipes de permanence qui s'occupent d'ouvrir les samedis et pendant les périodes où la station est ouverte, donc pendant les vacances scolaires. On a des personnes qui s'occupent de l'administration, mais chacun est un peu multifonction, je vais dire. Moi, on va aussi bien faire du bois, démonter les perches, qu'encadrer les enfants. Donc moi, j'encadre. Je m'occupe d'une partie administrative. Je m'occupe des sorties des écoles, par exemple. Et puis, on met tous la main à la pâte. Là, on avait deux courses à organiser, un dimanche dernier et un ce dimanche-là. Et on monte à 7h, 6h du matin pour préparer la piste,
préparer tout ce qui est secours, voilà, pour que les courses se passent dans de bonnes conditions. Alors, c'est un fonctionnement vraiment atypique, hein, à ce point-là, en tout cas, du bénévolat. Ça joue également sur les tarifs. Frédéric le disait que c'est pas cher d'aller chez vous. Je pense que c'est la moins chère aussi de On peut y aller. France. C'est la moins chère, je crois, de France. En France aussi. Hein. C'est combien une journée de ski? Une journée, si on prend le dimanche, en référence, c'est de 10h à 17h et c'est 7 € pour les adultes et 5 € pour les enfants. Oui, effectivement. Donc, Et pour donner une idée aussi pour les enfants, en fait, l'idée un peu aussi de cette station, c'est de rendre le ski accessible à tous. Le ski, on le sait tous, c'est très cher, tant par le matériel qu'après par les forfaits. Donc là, on a des enfants qui n'auraient pas l'opportunité de skier par ailleurs et qui peuvent venir faire les stages. Donc un stage chez nous, c'est 49 € par exemple, la semaine. Les enfants skient de 1h30 à 4h30. On leur sert un goûter avec un vrai chocolat chaud, du bon lait. Et donc, on les redescend. Donc, ils sont transportés jusqu'à la station. On les redescend au village. Et voilà, donc c'est vrai que ça permet... on leur loue aussi les skis aux enfants. Donc, pour finalement un budget assez minime, des enfants peuvent aller skier qui n'auraient pas pu y aller normalement. Avec le forfait d'une grande station à la journée, on skie la saison chez vous. Hein. C'est ça, oui, c'est une trentaine. 40 € à l'année. Ouais, bah oui, alors il y a même des stations où ça coûte beaucoup plus cher que ça pour y aller une journée. Hein. Ouais. Et c'est vrai que la piste, elle est intéressante. Donc, elle est longue, on en profite bien, il y a pour tous les niveaux. Et c'est vrai qu'y aller en famille, c'est aussi très agréable parce que c'est un espace de liberté, on ne peut pas se perdre. On peut laisser les enfants se débrouiller finalement. Et c'est vraiment une grande liberté pour tout le monde, aussi bien pour les parents que pour les enfants, de pouvoir profiter de cette piste. Et on est tous là, tous ceux qui travaillons sur le grand plan, à veiller à tout en permanence. Donc, si un enfant est en difficulté, il y aura quelqu'un pour l'aider. Il y a les mamans et les donc papas on sent c'est vraiment c'est très familial. On voit sur les images la bergerie où on accueille, on peut s'arrêter, boire un café, manger un sandwich. Ça sert aussi de ça à leur sac, donc on peut arriver avec son goûter, son propre goûter. On n'est pas obligé de consommer, c'est pas forcément le but. On peut tout faire. Donc voilà, c'est vraiment on se sent à la maison. Voilà. Je rajouterais qu'on a une équipe de compétition. Ce que j'allais dire, est-ce qu'il y a des champions aussi chez vous? Voilà, il y a 14 petits champions, hein, je ne vais pas dire de bêtises. Non, c'est ça, on en a 12 cette année. Voilà. Qui rivalisent avec ceux des autres stations. Qui rivalisent, on les fait participer. La course, ça va de U8, donc ceux qui ont moins de 8 ans, à U16, moins de 16 ans. Et on a fait, alors pour eux, on les a bichonnés cette année. Ils ont eu un entraînement spécial à l'automne avec VTT, à Tignes, roller, une bonne préparation physique, un petit stage à Tignes. Et puis là, dès qu'il y a eu les premiers flocons, on les a chaussés, on les a fait chausser et à l'entraînement. Bon, c'est ouvert tous les jours à partir de ce week-end, là, pendant la quinzaine des vacances scolaires. Et il y aura une nocturne samedi 24 février avec descente au flambeau. Et c'est gratuit en plus. C'est gratuit, voilà. C'est gratuit, voilà. C'est Donc, gratuit. on ira Déjà, pas. c'est pas cher, mais en plus, si vous faites gratuit. Ouais. Donc oui, effectivement, on aura un peu d'animation musicale. La piste sera éclairée de 19h à 20h30. Et à 20h30, tous les enfants qui le veulent pourront acheter un petit flambeau et puis descendre de manière encadrée la piste. Et puis voilà, il y aura de quoi manger, de quoi se restaurer, de quoi boire. Le samedi 24 février, je vous invite à aller découvrir pendant les vacances la station du Grand Plan. Il y a les infos pour y accéder sur le site internet du ski club du Barrios et sur la commune de Créan-Beldonne. Quand on vient de Grenade, il faut plutôt monter vers Tess et ensuite direction le col du Barrios et ensuite c'est fléchi. On ne peut pas se perdre parce que c'est un cul-de-sac. Hein. Là-haut, on ne peut pas aller plus loin. Merci à tous les deux. On termine cette émission avec notre rubrique « On en a parlé ». Puis la semaine dernière, on recevait à votre place Gérard Closier, vice-président de la Foulée Blanche, l'une des plus prestigieuses courses de ski de fond. Il en avait profité pour donner un petit conseil à l'enfant du pays, Robin Duvillard. Le petit local, c'est un petit clin d'œil que je lui fais, parce que je le connais bien, c'est Robin Duvillard, et j'espère qu'il va gagner. Il a déjà gagné quand il était minot, comme il dit, je crois qu'il avait gagné 5 km. Je ne sais plus en quelle année, il y a longtemps. Il n'a jamais gagné la vraie foulée. Et il se fait toujours avoir au sprint. Donc moi, je lui conseillerais de mettre le pétard dans la dernière bosse.
Voilà, et Robin Duvillard, c'est aussi un habitué de Si on parlait. Donc, il a regardé l'émission et il a suivi à la lettre les consignes de Gérard Closier, puisque la foulée blanche, c'était ce dimanche. Et on le voit là, Robin en train de mettre le pétard dans la dernière bosse pour remporter à 34 ans sa première foulée blanche. Il aurait aimé être aux Jeux Olympiques cet hiver. Il n'a pas été sélectionné, mais il conclut en beauté sur ces terres. On peut faire du ski de fond d'ailleurs au grand plan. Au-dessus du téléski, il y a un très beau domaine nordique. On peut même prendre le téléski puis aller faire du ski de fond. Après, au-dessus, il y a un superbe domaine. Voilà, pour ceux qui veulent s'éviter la montée. On poursuit avec des nouvelles de nos invités. Le 16 novembre dernier, on avait reçu sur cette émission l'un des créateurs grenoblois de la bague Auria. C'est une bague musicale connectée qui répond au mouvement de la main et il nous avait d'ailleurs montré son fonctionnement. Juste pour expliquer de base, en fait, si on joue normalement, il ne se passe rien. Et c'est seulement quand je fais des mouvements bien particuliers, comme par exemple un vibrato, des vibrations, qu'on va détecter le mouvement. Alors là aussi, Pauline, entre l'art et la science. Et il y a quelques jours, les créateurs de cette bague étaient au CES à Las Vegas. C'est la mecque des nouvelles technologies. Et regardez qui est venu tester la bague. Vous le reconnaissez peut-être pas avec son bandeau, mais c'est Stevie Wonder en personne, un des géants de la musique américaine, 50 ans de carrière, qui est avec la bague de nos petits grenoblois en train de tester ça à Las Vegas sur ce salon. Visiblement, ça lui a plu. Alors, je ne sais pas s'il investira dans la start-up grenobloise, mais en tout cas, ça leur fait à nos jeunes créateurs un beau souvenir. Voilà, merci à tous. On rappelle l'album d'Olivier et le concert vendredi soir à Poisat. Et nous, on se retrouve dès demain pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.